Bonjour mes co-créateurs, c'est Lilou. Je suis encore, peut-être pour une des toutes dernières interviews d'ailleurs au Salon du Livre International de Québec avec Sylvie que j'avais déjà croisée. On s'était déjà croisés plusieurs fois à Marseille et d'autres endroits. Oui, voilà. Je suis ravie de pouvoir t'interviewer cette fois-ci et de parler de la mort. C'est quand même un grand sujet, de la communication avec les morts. Comment ça t'est venu cette idée? Parce que je sais que tu as écrit plusieurs livres, dont des best-sellers, dont Après la mort, qu'est-ce qui m'attend? C'est quand même, faut oser écrire là-dessus, sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je pense que c'est tout simplement la vie qui m'a amenée là, parce que moi, j'étais comme tout le monde, sans me poser trop de questions. J'avais jamais été vraiment confrontée à la mort, jusqu'à ce que je traverse une période un peu difficile et que je me mette à méditer. Et j'ai eu la surprise de ma vie dans les méditations à commencer à développer la communication avec les défunts. Et ça, mais moi, je suis notaire de formation, donc très cartésienne, très rationnelle. Alors au début, pour moi, tout ça, c'était un peu mystérieux, je comprenais pas. Et j'ai cherché à comprendre le phénomène. J'ai lu énormément, dont le livre du docteur Raymond Moody, La vie après la vie, qui ressemblait étonnamment à quelques expériences que j'avais vécues en décorporation avec les défunts. Donc, je me reconnaissais et là, je pouvais me dire, bon, mais ça y est, je suis pas cinglée. Ça va très bien de ce côté-là. Mais ça m'amenait en même temps aussi des réponses, à tout le moins des éléments de réponse. Alors, depuis 2000, j'ai commencé une quête, vraiment une recherche approfondie sur la mort pour essayer de comprendre ce passage-là. Mais en même temps, ça m'a amené à explorer le passage de la naissance. Donc, j'ai écrit aussi sur le thème de la naissance parce qu'il y a une corrélation importante entre la naissance et la mort. Et donc, j'explore, mais toujours avec mon aspect très rationnel, très cartésien. Je fais des congrès comme là où on s'est connus à Marseille aux deuxièmes expériences de mort imminente. Pour la plupart des gens, quand on leur dit, quand on nous dit que c'est notre sujet de tous les jours, la mort, ça pourrait paraître justement morbide, négatif, dur. Pourquoi une personne veut se lancer dans ce sujet-là? On a cette notion de la mort qui est pesante quand même, et qui nous hante d'ailleurs, et qui nous retient. Qui nous hante et qui nous retient. Et je pense que c'est qu'une perception parce que la mort fait partie de la vie. Et lorsqu'on s'intéresse à la mort d'un point de vue spirituel, elle devient simplement une transformation. Et au fond, on commence à mourir le jour où on est sur la Terre. La transformation commence dès ce moment-là. Et toutes les expériences de la vie nous amènent à nous transformer jusqu'à l'ultime transformation qui est la mort. Mais en bout de ligne, ce n'est que ça, la mort, une transformation. Mais parce que notre société est très matérialiste et qu'on est axé sur tout ce qui est physique, mais la mort, pour nous, c'est la disparition, c'est la fin, c'est le vide, c'est l'absence. Mais ce n'est qu'une question de perception. Quand on s'intéresse à d'autres civilisations qui ont une perception de la mort qui est différente, par exemple, qui savent que la mort n'est pas une fin, mais une continuité, qu'un passage où on continue sur un autre plan, ces civilisations-là n'ont pas de problème à parler de la mort, à intégrer la mort dans leur société. Et ce qui est intéressant, Lilou, c'est parce que plus on regarde ce qui se passe dans notre manière de mourir à l'heure actuelle et la peur de la mort qu'on a et les tabous de la mort, plus on se rend compte qu'on a avantage à aller comprendre ce passage-là pour en avoir moins peur, mais aussi pour trouver des solutions, parce que des solutions à vivre ce passage-là mieux. À l'heure actuelle, les solutions qu'on essaie d'avoir sont très axées sur le matériel encore et je pense qu'on fait fausse route quand on s'en va uniquement sur ce côté-là. Il faut aller comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Il faut aller voir quelle transformation la mort nous amène à vivre. Et c'est ce qui est intéressant dans les expériences scientifiques qui se font à l'heure actuelle, sur les expériences de mort imminente, par exemple, mais aussi sur toutes les expériences qui se font, par exemple, sur tout ce qui se fait aux frontières de la mort, comment on devient plus sensible à l'approche de la mort, comment nos sens se transforment et qu'on commence à toucher à l'au-delà avant même de partir de ce plan-ci.
Il y a tellement de questions autour de la mort que personnellement j'ai ce passage en effet qui est assez fantastique, ou même pour avoir parlé avec Marie-Lise Labonté par exemple, ce passage de l'âme. Mais que dire à une personne qui a perdu un proche comme ça rapidement? Comment vivre la mort d'un autre? Parce que sa mort à soi c'est une chose, mais la mort de quelqu'un d'autre, même jeune, ça nous tombe dessus. Comment on peut l'envisager différemment pour que ce soit moins douloureux, ou qu'il y ait cette libération quelque part de l'âme? Parce que là, on ne comprend pas trop des fois. Mais je pense que tu as le mot-clé. Ce qui fait qu'on trouve ça difficile, c'est en fonction du sens qu'on accorde à la mort dans notre société. Dès qu'on arrive à comprendre le mécanisme derrière la mort, et tu l'amènes bien dans ta question, particulièrement quand c'est une personne jeune qui vient de partir, il y a énormément de souffrance qui est attachée à la perception dans notre société. Vivre au quotidien, quand on s'incarne pour longtemps. Ça, c'est une perception qu'on a. On s'incarne pour vivre le plus longtemps possible. Donc, quand quelqu'un meurt en bas âge, on ne comprend pas. Et on trouve ça triste, on trouve ça douloureux parce que on a l'impression que cette personne-là, elle n'a pas eu de chance, elle n'a pas eu l'occasion, elle, d'explorer la vie. Mais lorsqu'on s'intéresse au passage de la mort du point de vue spirituel et qu'on comprend que derrière tout l'aspect physique, il y a aussi la volonté de l'âme. L'âme, elle, qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette incarnation-là? Qu'est-ce qu'elle est venue apprendre? Mais chacun de nous a un programme d'apprentissage qui est complètement différent. Et je donne toujours l'exemple, il faut voir la vie comme étant un programme de formation. Mais en fonction de nos champs d'intérêt, où est-ce qu'on en est rendu dans notre quotidien, dans notre expérimentation, on n'a pas tous le même besoin de formation. Certaines âmes vont s'incarner, moi j'appelle ça pour un post-doctorat, donc ils vont venir très, très longtemps, le programme va être très long. Et certaines âmes vont venir pour un cours du soir. Donc, elles n'ont pas du tout le même objectif. Mais celles qui restent. Mais celles qui restent, à partir du moment... Impliquer ces âmes. Oui. Mais parce qu'on avait des choses à vivre ensemble, et quand on comprend qu'on est tous venus s'entraider dans nos programmes de formation, mais à ce moment-là, on vient d'enlever un poids. On vient d'enlever une souffrance aux parents, par exemple, qui viennent de perdre un jeune enfant et qui savent que c'est pas un hasard, que cet enfant-là n'est pas parti injustement ou qu'il a eu ce qu'il avait besoin, mais déjà là, on vient d'avoir un baume au niveau du cœur et que cette âme-là, elle est encore accessible, elle n'est pas disparue, elle existe encore et qu'on peut encore être en relation avec elle si on apprend comment entrer en contact avec elle. On va parler de ça, parce que c'est vrai que tu as écrit quelques livres là-dessus, sur la communication avec les défunts. Comment la communication est possible? Parle-nous ce passage de la mort, à une âme peut-être libre, je ne sais pas comment tu décris ça, et cette communication, comment c'est possible? C'est pas un délire? Et je comprends ta question, puis c'est une question que je me suis posée au départ, étant très cartésienne, de me dire, comment j'arrive à faire ça ou comment j'arrive à savoir que c'est une âme qui est en train de me parler. Mais au fond, quand on y réfléchit, cette question-là provient simplement du fait que on regarde les choses avec nos yeux humains. Et avec nos yeux humains, tout le côté intangible n'existe pas. C'est rare qu'on se lève le matin, qu'on se regarde dans la glace et qu'on se dit « Allô, mon âme, comment vas-tu ce matin? » On ne se préoccupe pas de cette portion-là qui pourtant existe et qui est là. Donc, mais la communication avec l'âme, on l'avait déjà avant de s'incarner. C'est quelque chose qui existait en nous et c'est quelque chose qu'on retrouve immédiatement lorsqu'on sort de ce corps physique-là. Lorsqu'on est dans le corps physique, on a aussi accès à cette forme de communication-là si on prend le temps de s'arrêter, de s'intérioriser. Mais dans notre société, c'est malheureusement pas quelque chose que l'ensemble des gens font. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que si j'ai développé cette capacité-là, j'ai rien de plus que l'ensemble des gens. Je dis souvent, j'ai pas de morceau de plus ni de morceau en moins.
C'est simplement que j'ai pris le temps de m'arrêter et à travers la méditation, j'ai ouvert une porte. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument méditer. Je suis en train de dire qu'il faut trouver un moyen d'entrer en contact avec soi, de faire le silence pour être capable de toucher à cette communication-là. Mais tout le monde est capable. Pour moi, la communication avec l'âme, c'est pas un don. Plusieurs vont dire, moi, j'ai un don, je suis capable de communiquer. Pour moi, c'est pas un don. C'est une capacité. Exactement comme si on se donne la peine, on est capable d'apprendre l'anglais ou on est capable d'apprendre l'allemand. Donc, une capacité qu'on possède déjà, mais qu'avec le temps, on a oublié. Tu as des enfants. Quand on regarde les enfants, intuitivement, ils se laissent guider par cette voie-là. Ils sont en communication. Et si on les écoute vraiment, ils vont chercher des informations parfois qui sont stupéfiantes. On se demande où est-ce qu'ils ont pu prendre ça, parce qu'on ne leur a pas appris ça, ils n'ont pas nécessairement entendu ça, mais d'emblée, ils le savent. Et moi, je fais souvent l'exercice, quand je suis en contact avec des enfants, de leur demander « Va dans ton cœur ». Quand ils ont un choix à faire, va dans ton cœur et dis-moi qu'est-ce qui est approprié. Et juste ça, là, c'est vraiment intéressant de voir l'enfant. Il est capable de, même s'il n'a jamais fait ça de sa vie ou qu'on ne lui a pas appris, il va descendre spontanément dans son cœur et la réponse qu'il va donner, mais c'est une réponse qui a une exactitude incroyable. Donc, les enfants arrivent avec cette capacité-là, mais dans notre société, on nous apprend à retourner rapidement dans la tête. Ce qui fait qu'on utilise abondamment nos capacités de la tête, rationaliser, analyser, structurer. Ça, on est doué, mais exceptionnellement, on l'a développé, cette capacité-là. Mais la capacité de rester centré au niveau du cœur, on ne l'a pas développée ici. Certaines sociétés, on regarde les Tibétains, par exemple. Quand ils vont être avec les enfants, on va leur apprendre à se centrer, à rester dans leur espace intérieur, pour toujours avoir cette justesse-là et entendre leur petite voix. Mais à partir du moment où moi, je suis capable d'entendre ma petite voix, que j'appelle ou l'intuition, je suis capable d'entendre d'autres phénomènes. C'est le même canal de communication. Pour les personnes qui sont un peu plus sceptiques, mais qui seraient quand même ouvertes à tenter l'expérience, comment parler à quelqu'un qui nous manque énormément, qui est défunt, qui est parti comme ça, ou un ami, quelqu'un de proche? En fait, moi, je privilégie d'abord l'écoute de soi. Je dirais que la communication avec les défunts, ça fonctionne exactement comme la communication entre toi et moi. Si, imaginons que j'arrive ici, on va prendre un café, et que je suis chargée émotivement, que toi, tu es chargé émotivement. Ni une ni l'autre, on va être en communication ensemble parce qu'on va essayer de se parler à travers nos émotions qui sont déjà exacerbées. C'est la même chose au niveau de la communication avec les défunts. La plupart des gens vont tenter une communication avec le défunt alors qu'ils sont chargés émotivement et ils disent « mais j'entends rien ». Bien évidemment, si on veut s'entendre mutuellement, il faut faire un petit espace à l'intérieur de soi pour que je puisse t'accueillir et que toi, tu puisses m'accueillir aussi. C'est la même chose avec le défunt. Il faut d'abord aller faire un espace à l'intérieur de soi pour être ensuite capable d'entendre. Donc, c'est pas qu'on n'est pas capable d'entendre, c'est juste qu'il faut comprendre la mécanique. Et la mécanique, elle est exactement la même que la communication avec les humains, sauf qu'elle est tellement ancrée en nous, cette mécanique-là, qu'on ne prend plus le temps de réfléchir et on la fait spontanément. Donc, souvent, moi, les personnes qui viennent me voir en consultation pour développer cette capacité-là, ce que moi, je vais leur dire, c'est commencer juste à entendre les deux niveaux de langage qu'il y a à l'intérieur de nous. Il y a le cœur qui parle, mais il y a la tête aussi qui parle. Et dans la grande majorité des cas, c'est la tête qu'on va suivre. Donc, comment faire confiance au cœur? Si j'ai jamais fait d'expérimentation, il faut se donner le loisir d'aller expérimenter ça. Il y a tout plein d'occasions dans la vie où on peut expérimenter ça avec des choses qui n'ont pas d'incidence. Exemple, tu as offrir un cadeau à quelqu'un. Donc, au lieu de
réfléchir avec la tête pour offrir ce cadeau-là. Pourquoi pas saisir l'occasion d'aller au niveau du cœur et de choisir le cadeau, mais avec l'espace du cœur. De toute manière, qu'on le choisisse avec le cœur ou avec la tête, il y a des risques qu'on se trompe. Mais en fait, si on suit la voie du cœur, on va être juste dans notre choix, à moins qu'on n'ait pas bien entendu. Parce que la voix du cœur, elle est toujours juste, mais souvent, c'est là où on se rend compte que le mental a une influence très grande, c'est qu'on entend la bonne réponse, mais la voix de la tête embarque tout de suite et on n'est pas capable de l'écouter et de suivre cette intuition-là. Donc, il y a plusieurs façons d'aller développer cette forme de communication-là sans nécessairement commencer tout de suite avec la communication avec les défunts. Moi, je dis toujours aux gens, s'asseoir là puis communiquer avec les défunts sans avoir pratiqué, c'est exactement comme vouloir faire un marathon sans s'être entraîné. C'est sûr qu'on ne le finira pas et c'est sûr que l'expérience ne sera pas agréable si on ne s'est pas entraîné. Par contre, si on s'est entraîné, mais là, on va avoir du plaisir à faire notre marathon. Mais la communication avec les défunts, c'est ça. Il faut s'entraîner un peu, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, on a beaucoup plus de chances d'entendre et de faire confiance à ce qu'on va recevoir. Il y a des questions un peu clés où si on se sent prêt pour parler avec les esprits ou les défunts ou les âmes. Il y a des questions où c'est simplement, comme tu dis, ça va être une question qui va venir de nous-mêmes et on va sentir que c'est le bon moment, bon endroit. Il n'y a pas du tout de recette? Il n'y a pas de recette. Comme dans la communication avec les êtres humains, il n'y a pas de recette gagnante. On ne peut pas dire on fait toujours les choses de cette façon-là parce que ça ne fonctionne pas. Dépendamment des humains, dépendamment de notre état d'être, la recette ne fonctionne pas. Mais c'est la même chose avec les défunts. Il n'y a pas une recette gagnante. Mais en fait, la seule recette gagnante qu'il y a, ça va se résumer en quelques mots. Détachement, lâcher prise, acceptation et centration. Donc, ces éléments clés-là sont gagnants pour une bonne communication. Mais entre toi et moi, c'est la même chose qu'ici sur la Terre. Si je veux avoir une belle communication avec les êtres humains avec qui je suis, si je ne suis pas dans ces états-là, la communication risque d'être moins agréable. Mais par contre, si j'arrive à être centrée, à être dans le détachement, l'acceptation et le lâcher-prise, la communication va être extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses que tu aimerais? Parce que tu as 6 livres, c'est ça? Hein? Donc, J'en ai 5 de terminés, complétés, et il y en a un qui est en route. Ouais, alors, c'est difficile de tout dire et de tout expliquer. Si le sujet vous intéresse, Sylvie a plein de livres et aussi fait des consultations. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais bien nous transmettre, partager avec nous aujourd'hui, qui est important par rapport à ce sujet-là? Oui, en fait, je vais revenir à ta question du début. Pourquoi s'intéresser à la mort? Parce que la mort fait partie de la vie. Et plus on comprend la mécanique qu'il y a derrière la mort et derrière la naissance, plus on est capable de vivre heureux, épanoui, plus on entre dans vraiment le mouvement de la vie au lieu d'aller à l'encontre. Moi, ce que je me suis aperçue, c'est que et là, tu vas voir ma formation ressortir. Comme je suis notaire de formation, je me suis intéressée beaucoup aux règles. Quelles sont les règles qui concernent la naissance et quelles sont les règles qui concernent la mort? Et ce sont exactement les mêmes règles. Et le passage de la mort, si on veut, est identique au passage de la naissance parce que les deux nous amènent d'un plan à un autre. Et les deux exigent une transformation. Donc, à la base, l'objectif est le même. Mais plus on comprend ce que c'est naître, pourquoi on s'incarne ici sur la Terre, qu'est-ce qu'on est venu faire, et plus on regarde notre histoire de naissance, on est capable d'aller voir des liens, mais tellement intéressants dans nos expériences de vie, comment les choses se répètent. En cours de recherche, j'ai tombé sur des petites phrases qui m'ont fait énormément réfléchir, dont, entre autres, on vit sur la Terre exactement comme on est né, exactement comme notre naissance. Et ça, moi, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en m'intéressant au passage de la naissance, j'ai compris que la manière dont on est
va orienter exactement toutes nos expériences de vie. On va entrer dans ces expériences de vie-là de la même façon, avec les mêmes peurs, avec les mêmes angoisses, avec les mêmes appréhensions. Mais si on les a compris, ces appréhensions-là, et qu'on a trouvé qu'est-ce qu'on venait faire sur la Terre, on cherche toute notre mission de vie. Mais notre mission de vie, c'est pas dans le faire. Notre mission de vie, c'est dans l'être. C'est dans l'intériorisation qu'on va la trouver. Alors, si on arrive à comprendre qu'est-ce qu'on est venu expérimenter, qu'on le relie à nos expériences de vie, ce que ça fait, c'est qu'on est en train de transformer la manière dont on vit les difficultés, les passages intenses dans notre vie. Mais ce qu'on est en train de faire, on est en train de faciliter notre passage de la mort. Parce que c'est quoi le passage de la mort? C'est la libération de tout ce qui a été accumulé pendant l'incarnation pour permettre de prendre une expansion de l'autre côté. Quand on a compris ça, on a avantage à travailler plus profondément sur notre être. Parce que l'âme, elle a envie de rayonner, elle a envie d'être. Oui, puis l'âme, elle n'est pas masochiste, elle ne vient pas ici pour expérimenter de la douleur, de la souffrance, de l'expiation. Ça n'a rien à voir. L'âme vient ici pour expérimenter l'amour, pour expérimenter la joie, pour être en expansion. Sauf qu'on ne comprend pas le sens des expériences et on tourne toujours dans la douleur au lieu de se repositionner pour voir qu'il y a une expansion derrière toute difficulté. Donc, la vie nous amène beaucoup de défis, oui, mais lorsqu'on comprend les règles, le jeu est plus facile. Moi, je dis souvent aux gens, avez-vous déjà joué à un jeu de société sans prendre le temps de lire les règles? Mais le jeu, il n'est pas intéressant quand on ne comprend pas comment ça fonctionne. Mais par contre, il devient amusant quand on a saisi ça. Mais la vie, c'est la même chose. On commence à jouer sans avoir pris le temps de comprendre ce que c'est. Puis on essaie au fur et à mesure de trouver des règles, mais finalement, ça ne fonctionne pas. Mais une fois qu'on s'est installé et qu'on a compris comment ça fonctionne, je ne dis pas qu'il n'y a plus de défis. On va continuer d'en rencontrer des défis. Mais parce qu'on a la compréhension, on a des outils intéressants pour passer à travers les défis. Quand tu dis comprendre les règles, je suppose que tu comprends le contexte et cette naissance et cette mort et que nous continuons ensuite. Tout ça fait que ça nous permet de prendre du recul, ou il y a aussi des éléments que maintenant tout de suite, si tu les décris, ça change une vie? En fait, oui, c'est comprendre qu'est-ce qu'on vient faire sur la Terre, comprendre ce que c'est ce passage de la naissance-là, non seulement d'un point de vue général, mais d'un point de vue strictement personnel, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'ai vécu dans ce passage-là, quels sont les indices que j'ai laissés comme le petit pousset sur ma route quand je suis née et dans mes premières années de vie qui me permettent maintenant de comprendre le sens à mon incarnation. Et ensuite de ça, quelle est l'expansion que je cherche à travers chacune des expériences de vie. Une fois que j'ai saisi ça, le jeu devient beaucoup plus facile. Mais dans notre société, on n'apprend pas cette portion-là de la vie, ce qui fait qu'on a toujours l'impression que les expériences se répètent sans comprendre le sens, et là, on va se taper sur la tête. On va se dire, j'ai pas compris la fois précédente, c'est parce que j'ai encore quelque chose à travailler. Mais en fait, c'est parce que chacune des expériences nous amène à avoir une facette différente. Moi, je vois ma vie ou n'importe quelle vie comme étant un diamant. Je suis venue polir ce diamant-là pour qu'il soit le plus lumineux possible quand je vais repartir. Donc, chaque défi m'amène à polir une petite facette de ce diamant-là. Donc, quand on regarde ça comme ça, toutes les facettes que j'ai polies, je les ai pas polies inutilement. Mais chaque facette m'amène une nouvelle compréhension, par exemple. Une nouvelle façon de voir qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi. Et si une nouvelle dimension, c'est ça, on est multifacette. On est multifacette. Comme ce beau petit prisme-là. Voilà, exactement. On est multifacette, mais on est tellement tourné vers l'extérieur, Lilou, que chacun des défis qui nous est donné, on le regarde avec cette vision extérieure-là. Donc, on cherche la solution à l'extérieur.
On cherche à comprendre à l'extérieur, mais tout ce que la vie veut, c'est de nous ramener à l'intérieur. Parce que ce qui se passe après la mort, c'est intérieur. Et on a tendance à vouloir projeter ça comme étant quelque chose d'extérieur encore. Mais tout ce qui se passe, c'est intérieur. Et toute notre histoire nous amène à nous tourner vers l'intérieur. J'adorerais, Sylvie, que cette conversation dure des heures seulement. Sur cette terre, nous avons des batteries et je la vois clignoter depuis tout à l'heure et je me dis, est-ce que je vais pouvoir finir sur une note hyper géniale. Sylvie, merci, je suis ravie. Je sais qu'on aura d'autres opportunités de se parler. Très intéressant cette conversation. Merci pour tout ton travail. Merci Lilou, je suis très contente aussi de t'avoir rencontré. Au plaisir de croiser de nouveau ta route. Merci et gros bisous à vous tous qui regardez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être que vous pouvez l'envoyer à un de vos amis ou quelqu'un que vous connaissez qui a un petit peu du mal à donner du sens à tout ça. Et ça pourra peut-être les éclairer un peu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On vous embrasse. On lui fait un gros bisou. Un gros bisou. Un bec? Un bec ici, oui. On dit des becs, oui. Plein de becs. Bisous. Au revoir.